Alors, c'est reparti pour la deuxième partie de ce cours. On va se focaliser maintenant sur la modélisation de l'approvisionnement et en particulier des combustibles fossiles. Voilà, donc après avoir discuté de la modélisation de la demande finale en prenant un secteur particulier qui était le secteur des bâtiments, après avoir regardé la transformation avec le secteur de l'électricité, on va regarder plutôt l'approvisionnement, donc plus en amont, avec les combustibles fossiles. Alors, je vous montre un petit peu le programme. En un gros 45-50 minutes, on va discuter de la question des prix et comment, au sein du modèle, on peut fixer les prix en faisant des itérations et des allers-retours entre l'offre et la demande. On va vous décrire la structure de notre modèle, les modules et les sous-modules pour ce sujet. Ensuite, je passerai la parole à Marco qui vous présentera les profils de production et les investissements. C'est quelque chose qui est assez différent du secteur de l'électricité, qui a des particularités, si je puis dire même géologiques, du fait des ressources fossiles dont on parle. Et donc, Marco vous parlera de cela. Des modules de la transformation, donc là, on parle de la raffinerie. Et enfin, une dernière partie qui est très importante, qui concerne la durabilité, la soutenabilité. Comme vous le savez, le secteur oil and gas, donc pétrole, gaz, hydrocarbures, est vraiment mis sous pression puisque c'est un des principaux contributeurs aux émissions de CO2. Donc, il y a des questions évidemment qui se posent sur comment peut-on opérer de manière qui soit le plus durable possible. Sans plus tarder, une première question Menti. Alors, quand on va modéliser l'approvisionnement, là en l'occurrence en combustible fossile, gaz, pétrole, charbon, quels est, selon vous, les paramètres qu'il faut prendre en compte pour réaliser cette modélisation? On vous propose plusieurs possibilités. Les prix, les ressources, les réserves, dont on verra qu'il y a une distinction, la demande et la viabilité économique des projets. Donc on est toujours sur la même page Menti avec le même code que précédemment, que je vous rappelle, 8737680. Alors, on a plusieurs réponses. Évidemment, et comme souvent, il n'y a pas une seule bonne réponse. Tous ces éléments-là sont très importants pour réaliser la modélisation de l'approvisionnement. Vous mettez en avant la demande en premier. Et effectivement, je pense que c'est un des éléments les plus structurants dans l'exercice de modélisation. Quelle va être la demande, comme on l'a vu, en service énergétique, donc en énergie finale, donc en remontant la transformation en énergie primaire. Et donc, ça va vraiment être un paramètre déterminant clé. Mais il faut aussi tenir compte, bien sûr, des prix qui vont eux-mêmes dépendre des ressources et réserves disponibles, de la viabilité économique des projets. Mais peut-être si on devait garder deux éléments pour simplifier, la demande et les prix sont dans un modèle un petit peu simplifié, les choses qui vont le plus déterminer comment on fait nos projections. Merci pour vos votes. Alors, je repars sur la présentation. Voilà. Et on attaque avec quelques premières généralités, si je puis dire, sur le secteur des combustibles fossiles. Donc à nouveau, hein, les fossiles, ce sont charbon, pétrole, gaz. On va se concentrer plutôt sur pétrole et gaz aujourd'hui. Alors, une première diapo qui essaye de faire un peu l'état de l'industrie du pétrole et du gaz.
Le message clé, c'est que c'est une industrie qui est aujourd'hui assez fragmentée, qui est très diversifiée, où vous voyez chaque couleur correspond à un type d'acteur différent. Donc on a évidemment les majors, les grandes compagnies internationales, dont certaines sont actives, je pense, sur les gisements, que ce soit Grand Tortue ou Sangomar. On peut penser à voilà, BP, Total ou d'autres. On a des acteurs indépendants, on a des compagnies pétrolières nationales. Et donc, selon si on regarde les réserves, la production ou les investissements, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont le plus impliqués. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un positionnement stratégique unique pour chacun de ces acteurs. Et donc, on est sur un monde de l'oil and gas qui est complexe, qui est fragmenté, en tout cas plus que ce qu'il avait été par le passé. Si on fait un point sur peut-être les ressources existantes, alors là, je vous présente ce qu'on a. Si on regarde à gauche le pétrole, à droite, c'est le gaz. Quelle est la part de ce qui a été déjà produit jusqu'à présent? Eh bien, on voit qu'elle est relativement faible par rapport aux ressources totales connues. Alors après, quand on dit ça, il y a évidemment pas mal de précisions à apporter. La première, c'est que notre connaissance des ressources, elle évolue avec le temps et le type de produit dont on parle est très très varié. Jusqu'à présent, là, on peut avoir l'impression qu'on a utilisé une partie très réduite du camembert. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on a exploité le pétrole qui était le plus facile à exploiter. L'industrie pétrolière est née il y a un siècle et demi aux États-Unis et aussi dans le Caucase, avec des gens qui faisaient juste des trous pour en faire sortir de l'huile. Donc c'est quelque chose de relativement simple. Et donc jusqu'à présent, ce sont finalement les barils de pétrole les plus simples à exploiter, bien que ça se soit énormément complexifié. Aujourd'hui, c'est une industrie de pointe, mais historiquement, on a pris le pétrole conventionnel le plus facile à exploiter. Et donc, quand on voit ce qui reste, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup plus compliqués à exploiter, par exemple, dans des conditions économiques beaucoup plus contraintes que ce qui a été fait jusqu'à présent. Pour le gaz, techniquement, il reste aussi beaucoup de ressources, avec à nouveau une répartition entre des gaz qu'on appelle conventionnels et d'autres non conventionnels. On y reviendra. Mais alors, à nouveau, peut-être deux concepts que je veux mentionner ici. C'est que la première chose, c'est. Alors, on reviendra plus tard sur la question de pic de production, mais généralement, quand on regarde dans l'histoire ou sur d'autres ressources, c'est pas forcément parce que parce qu'on a tout produit que on atteint le pic. Souvent, ça peut aussi être la demande qui crée la baisse de la production. Et pour ça, je veux juste reprendre ce que disait l'ancien ministre du pétrole d'Arabie Saoudite, qui était que l'âge de pierre ne s'est pas arrêté parce qu'on n'avait plus de pierre. Il s'est arrêté parce qu'on est passé à l'âge de cuivre et donc que la société a évolué, les besoins ont évolué. Et donc, il ne faut pas forcément être focalisé sur la ressource disponible, puisque c'est sûrement d'autres éléments qui vont nous faire peut-être évoluer la production. Et le deuxième chose que je voulais mentionner, c'est en lien notamment avec les émissions et nos objectifs de climat. On sait que si on veut respecter nos objectifs de réduction des émissions, il faut laisser énormément des ressources fossiles sous terre et ne pas les exploiter, puisque ça conduirait à des émissions. La conséquence, c'est un sujet et c'est une discussion complexe mais passionnante de justice climatique. C'est des ressources disponibles, qui les exploitent. Est-ce que c'est plutôt des pays qui ont déjà bâti leur développement sur ces ressources et qui aujourd'hui ont des économies diversifiées et résilientes, comme la Norvège ou les États-Unis, ou bien est-ce que ce sont des pays qui viennent de découvrir des ressources comme le Sénégal et pour qui ça peut représenter un potentiel de développement économique considérable? Donc voilà, c'est tous ces éléments qui font partie de la complexité du débat sur l'oil and gas que je voulais juste introduire rapidement. On revient à notre modélisation et à ce schéma que vous commencez à bien connaître, avec donc de droite à gauche la demande
en services finaux. Par exemple, j'ai besoin de me déplacer avec un véhicule où j'ai besoin de déplacer des marchandises. Donc, on a une demande en produits pétroliers pour les transports. Donc, les raffineries doivent produire du diesel, par exemple, et on a besoin de pétrole brut en amont. Donc ça, c'est vraiment cette partie qui est plutôt sur on va dire, sur la demande et la transformation qu'on regarde. Et quand on va aller encore plus en amont, on a vraiment l'approvisionnement, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, à savoir la production de charbon, pétrole, gaz, qui va pouvoir satisfaire cette demande. Le lien entre les deux, c'est évidemment les prix, et on va en rediscuter. Mais peut-être pour vous présenter comment notre modèle fonctionne à l'AIE, nous, on a vraiment, on va dire, deux modèles distincts. On a toute la partie de droite donc, qui va de la demande en énergie primaire, transformation et demande finale, qui est un modèle. Et par ailleurs, on a un autre modèle qui est celui de l'approvisionnement. Pourquoi on ne peut pas tout avoir en un? Pour une question en fait très simple de limite de nos ordinateurs qui ne sont pas assez puissants et intelligents pour pouvoir tout intégrer avec toute la complexité et toutes les données qu'il y a. Mais donc, on va fonctionner en itération d'un modèle sur l'autre pour faire en sorte que la demande et l'offre puissent s'équilibrer. On y vient dans une seconde. Alors, ce modèle sur l'approvisionnement en combustibles fossiles, très généralement, il y a trois modules qui reprennent les différentes énergies, donc pétrole, gaz naturel et charbon. Il faut garder à l'esprit que le pétrole et le gaz sont liés, et souvent, quand on a une exploitation on va dire voilà, d'hydrocarbures, on a à la fois de l'huile, du pétrole et du gaz qui sort. Donc, les deux produits sont souvent liés. En termes un peu d'étendue géographique dans notre modèle, il faut garder à l'esprit que le pétrole, c'est l'énergie mondialisée par essence, qui peut être produite à un point de la planète et vendue à l'autre. Et donc, dans notre module, on reflète cette dynamique globale. Et donc, l'équilibre entre l'offre et la demande se fait au niveau mondial, puisque le pétrole peut s'acheter, se vendre et se déplacer relativement facilement. Pour ce qui est du gaz et du charbon, ce sont des énergies qui sont généralement plus régionalisées. Le charbon, on le consomme souvent très près de sa source de production. Le gaz, lui, il peut voyager, mais ça demande quand même des infrastructures. On pense aux pipelines, aux gazoducs, qui font que la demande, elle va être spécifique d'une région en fonction des gisements de production et des lieux de consommation. Donc ça, c'est reflété dans le modèle. En termes de prix, on va y revenir. Il y a donc cette itération dont je vous parlais entre l'offre et la demande. Et puis, on dit pétrole et gaz, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué et il y a beaucoup de typologies de produits. Concernant les prix, alors nous, ce qu'on réalise donc comme exercice dans le World Energy Model, c'est que on va voir quelle est la demande en produits pétroliers, donc en pétrole brut, par exemple, et on va donc remonter cette demande, disons 100 millions de barils de pétrole jour, et voir dans le module d'approvisionnement quel est le prix qui permette à chaque acteur de la chaîne de valeur, donc aux investisseurs, aux entreprises qui vont développer les ressources, aux États qui sont impliqués, donc le prix qui va permettre d'investir et de développer suffisamment d'offres. Et donc, si on voit que le prix est trop faible pour qu'on développe des nouvelles ressources, eh bien, on va ajuster, on va réaugmenter le prix, on va s'assurer que ce nouveau prix, il n'est pas trop élevé pour la consommation. Et donc, ainsi de suite, on va trouver le bon niveau de prix pour qu'à la fois, on puisse satisfaire toute la demande, que les clients aient les moyens d'acheter le pétrole à ce prix et que les producteurs aient des marges suffisantes pour produire ce pétrole à ce prix. Alors, ce qui se passe dans notre modèle, c'est qu'on a une vision qui est assez linéaire et simplifiée, alors qu'on le sait très bien quand on regarde dans l'histoire, les prix du pétrole sont très volatiles, ils ont évolué et personne n'a la prétention de prévoir les prix du pétrole.
c'est un biais du modèle. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un modèle où on intègre des éléments qui vont permettre de traduire cette volatilité et vraiment cette évolution du prix. Mais là, ce n'est pas la question à laquelle on veut répondre dans ce modèle. Et donc, pour simplifier, on a un prix, on va dire, qui est un point qui évolue moins dans le temps et qui permet, sur une trajectoire de moyen-long terme, d'assurer cette rencontre offre-demande. Et donc, si on prend différents scénarios développés par l'AIE, on voit qu'en fonction du scénario et en fonction de la demande, de la quantité de pétrole demandé, on n'aura pas le même prix. Donc là, dans le scénario Current Policies, on imagine une forte croissance de la demande en pétrole. Donc, les ressources qu'il faudra développer seront certainement les plus chères. Peut-être qu'il faudra aller chercher des pétroles offshore avec des coûts d'exploitation plus élevés, alors que dans le scénario développement durable, la demande en pétrole diminuant, le pétrole qui va être exploité sera celui qui est le moins cher à produire, et donc le prix pourra lui aussi être plus bas. Voilà, juste pour illustrer, selon les hypothèses de demande, comment cela impacte le prix dans nos scénarios. Je rentre un petit peu plus dans le détail du module, du modèle avec ses modules et ses sous-modules pour l'approvisionnement en combustible fossile. En commençant tout d'abord par cette fois-ci, on va la faire une autre question Menti. Alors là, on vous pose la question, selon vous, alors on a beaucoup parlé du pic de production de pétrole, et j'en reparlais déjà un petit peu en introduction. Selon vous, est-ce qu'on va l'atteindre, ce pic de production, très prochainement, ou plutôt tout à droite, dans très longtemps? Alors, c'est vague, hein, volontairement, je n'ai pas mis de date. Mais je vous laisse encore quelques secondes pour voter. D'après ces premières réponses, c'est pas très prochainement, c'est plutôt dans longtemps. Euh, à nouveau, l'AIE n'a pas une boule de cristal et on ne peut pas vous dire euh, voilà, quand est-ce que ce pic sera atteint. La certitude qu'on peut avoir, c'est que le pétrole est une ressource finie, donc forcément, son exploitation, un jour, enfin, si on l'exploitait jusqu'à la dernière goutte, il n'y en aurait plus, et donc on passerait par un maximum à un moment, et donc par un pic. Pendant des décennies, l'industrie et le secteur de l'énergie a beaucoup débattu à savoir quand est-ce que ce pic serait atteint. Évidemment, on découvre de nouvelles ressources, on a des nouvelles technologies, et puis on a des ressources qui deviennent qu'on peut exploiter, puisque avec un baril à un coût plus élevé, ça devient rentable d'exploiter des pétroles qui jusqu'à présent ne l'étaient pas du tout. Donc, ce n'est pas forcément une vision qui est uniquement, on va dire, géologique ou physique, c'est aussi une notion économique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un pic. Et peut-être pour vous partager les dernières analyses de l'AIE, et pour ça, je vais reprendre la présentation. Voilà, cette année, on a un petit peu actualisé nos projections sur la demande en pétrole, notamment en ayant en tête que l'année 2020, avec la pandémie du Covid, a été extrêmement perturbante pour les systèmes énergétiques, a été un choc important. Donc là, si on regarde entre 2010 et 2020, la demande en pétrole a énormément augmenté, donc la production a suivi et elle a aussi beaucoup augmenté. Et sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir quelles sont les sources de variation de la demande. Donc là, c'est surtout pour le secteur des
du transport avec les voitures, le transport de longue distance, mais aussi la pétrochimie, qui ont contribué à augmenter la demande. L'an dernier, quand on a fait nos projections, avant la crise, on s'était imaginé qu'elle continuerait à augmenter. Alors de mémoire, je crois que c'est à 1 ou 2% par an. Mais évidemment, les chiffres qu'on a vus cette année avec, cette année particulière 2020 font qu'on a eu une forte chute de 7% de la demande en pétrole en 2020 et que d'après nos projections, la demande va repartir à la hausse, mais évidemment moins fort que elle ne va pas réatteindre le niveau qu'on avait imaginé. Mais alors ça, c'est dans un premier scénario. On a un deuxième scénario un peu plus pessimiste, où notamment la pandémie de Covid dure plus longtemps, et des nouveaux confinements sont décidés, l'économie est retardée, et là on verrait que la demande resterait sous les 100 millions de barils par jour. Et enfin, on a notre scénario qui, lui, est en accord avec le fait de réduire nos émissions pour nos objectifs de lutte contre le changement climatique, pour nos objectifs aussi de donner l'accès universel à l'énergie. Et dans ce cas, on voit qu'en fait, on diminuerait la consommation, beaucoup pour les voitures, également pour les transports de longue durée. Par contre, ce qu'on identifie, c'est que la pétrochimie, notamment la consommation de pétrole pour faire des plastiques, elle va rester importante si on ne change pas notre manière de consommer, si on ne met pas en place beaucoup plus de recyclage ou d'efficacité. Donc, ce n'est pas la réponse à est-ce qu'on a ou on va atteindre un pic, mais quand on regarde segment par segment, d'après nos projections, on a atteint un pic de demande de produits pétroliers pour le transport et notamment pour les véhicules individuels. Donc, à l'échelle globale, d'après l'AIE, on a un pic de la demande à ce niveau-là. Et par ailleurs, juste pour vous donner cela en perspective, BP, qui fait également beaucoup de projections, a sorti cette année plusieurs scénarios, dont certains où il y a en effet un pic atteint dans les très prochaines années sur la demande dans l'ensemble du pétrole. Donc à nouveau, pas de boule de cristal, on ne le sait pas, mais en tout cas, le pic sera certainement la conséquence d'une baisse de la demande plutôt qu'une contrainte au niveau des ressources disponibles. Alors, on parlait tout à l'heure des différents types de pétrole. Là, juste pour vous dire qu'on peut généralement les regrouper selon deux grandes catégories, le conventionnel et le non conventionnel. Et ensuite, nous, on a sous-divisé en 10 produits différents. Et pour chacun, on a à nouveau des spécificités qui nous permettent de vraiment regarder dans le détail le produit qu'on considère. Pareil pour le gaz, là on a 7 produits distincts avec toujours ces deux grandes familles conventionnelles, non conventionnelles. Alors comment on fonctionne ce module de modélisation donc pour l'approvisionnement en pétrole? Il a des similitudes avec les autres exercices de modélisation qu'on a fait jusqu'à présent, qu'on vous a montré, et il y a des spécificités. Alors, comme toujours, alors on regarde beaucoup de données, donc on s'appuie sur les statistiques. Et à nouveau, on a besoin d'avoir des statistiques fiables et autant de données que possible pour pouvoir faire des projections. Mais donc, ce qu'on va regarder, c'est les niveaux de production historiques de pétrole. On va regarder les projets qui sont prévus, et notamment, il y a des bases de données avec des enquêtes sur les projets sanctionnés pour les 5 prochaines années. On va regarder les coûts. Et derrière les coûts, il y a évidemment beaucoup de choses. Les coûts d'exploration, de production, de recherche et développement, les régimes fiscaux, les taux plutôt financiers et les taux d'actualisation pour comprendre, on va dire, la dimension coût des futures ressources. Et par ailleurs, on va surtout s'appuyer sur la demande. Et ça, c'est vraiment le résultat de la modélisation qu'on a fait jusqu'à présent, comprendre combien de pétrole veulent les automobilistes pour se déplacer, combien de pétrole vont demander les raffineries pour transformer cela en diesel ou en essence. Et donc, on a cette vision de la demande. Et comme précédemment, on va pouvoir un petit peu la répartir entre celle qui est satisfaite avec les ressources actuelles et celle qui n'est pas encore satisfaite, pour laquelle il va falloir mettre sur le marché
des nouveaux barils de pétrole dans les prochaines années. Et là, ce qu'on va regarder, c'est nos gisements actuels, qu'est-ce qu'ils produisent, quels sont leurs profils de production, et Marco y reviendra. Et ensuite, la question, c'est quelles seront les nouvelles capacités, si je me réfère au terme qu'on a utilisé pour l'électricité, les nouveaux gisements qui vont sortir d'autres barils de pétrole. Et pour ça, donc, c'est un exercice assez complexe qu'on fait vraiment pays par pays, presque, je veux dire, gisement par gisement, pour comprendre les ressources, comment elles pourront être apportées en fonction de critères économiques, notamment, mais aussi de contraintes physiques. Et alors, plus précisément, on se met vraiment dans la logique de reproduire la décision d'investissement que prennent les acteurs économiques avec les États pour chaque gisement, pour chaque ressource, où on va regarder quelle est la valeur actuelle nette du projet. Alors, elle dépend de beaucoup de choses, des coûts, on va dire, opérationnels du projet, des taxes, de facteurs de risque, d'éléments financiers, du prix sur le marché. Et donc, en fonction de cela, on va pouvoir avoir une estimation des réserves qui seront développées et donc qui vont pouvoir contribuer à satisfaire la demande en produits pétroliers. Voilà. Je m'arrête là et je passe la parole à Marco. Alors Marco, si jamais j'ai fait des approximations dans ce que j'ai dit, n'hésite pas à me corriger ou à compléter et je te laisse prendre la suite également. Arnaud, je... Ah, pourquoi ça doit être... Vous arrivez à voir mon écran? Alors, ce que Arnaud était en train de vous dire qui est très important pour je reviens juste en arrière un instant à la valeur actuelle nette. Bien sûr, l'une des choses qui rentre dans cette partie, c'est qui est très important, est le profil de production des champs. C'est-à-dire, dans le modèle, on prend en compte beaucoup de profils différents pour les différents types de pétrole qui vont être produits. Donc, on va regarder tous les champs, quand on regarde les champs qui doivent être exploités chaque année pour combler la production de pétrole qui manque, on va faire l'analyse sur la valeur ajoutée nette, mais en prenant en compte, bien sûr, le profil des différents champs dans les différents pays, dans les différentes conditions. Et donc, bien sûr, selon les différents types de champs qui vont être produits, on a des profils très différents qui vont impacter le VAN en soi-même de façon très forte. Et donc, ça va implicitement impacter où les différentes ressources vont être déployées dans le temps, dans les différents pays, selon l'évolution de la demande. Avant de continuer donc, et de voir comment le déploiement des différentes ressources est fait, je pense qu'on a une question Monty à vous poser. Oui,
si je me souviens bien. Et donc, je te repasse la parole un instant, Arnaud, juste pour cette question qui est très importante pour les slides à venir. Voilà, donc vous voyez la question. On vous demande si, selon vous, on aura encore besoin de pétrole, même dans un scénario qui est notre scénario développement durable, donc compatible avec les objectifs de baisse des émissions pour lutter contre le changement climatique. Et vous êtes plutôt d'accord pour dire que nous en aurons encore besoin à l'avenir, même sur une trajectoire de développement durable. Alors Marco, je te laisse nous présenter la suite. Je réponds avec plaisir. Et donc, oui, avant de répondre et de répondre à la question qu'on vient de poser, bien sûr, on a parlé de l'évolution de la demande et et comment la production existante décroît. Bien sûr, chaque année, donc il faut mettre en place l'exploitation de nouvelles ressources pour combler et aller à il faut investir dans de nouveaux champs pour pouvoir répondre à la demande qui manque sur chaque année et qui doivent être comblées, donc pour combler l'écart entre la production et la demande de chaque année. Mais la question, et donc le lien avec la question qu'on vient de vous poser, c'est est-ce que c'est nécessaire de le faire aussi dans le cas d'un scénario comme le scénario de développement durable? La réponse, comme vous avez bien dit, c'est oui. C'est-à-dire la demande de SDS, même dans le nouveau SDS, ça c'était l'année dernière, d'accord. Même avec les nouvelles données qu'on vient de voir dans la slide que trois slides avant que Arnaud avait présenté, où il y a une décroissance et puis ça descend comme ça descend là par contre, ça descend là comme ça. La décroissance de la production existante est va beaucoup plus vite que la décroissance de la demande de pétrole. Et donc, il faut continuer à exploiter des ressources, bien sûr, comme Arnaud le disait, des ressources qui sont généralement plus accessibles, moins chères, et donc avec un coût total et donc un prix global de pétrole qui est plus faible, mais toujours en nécessitant des investissements en plus. Toujours gardons à l'esprit la courbe des des profils des différents champs qui vont être exploités dans les différents scénarios, dans les différentes parties du monde. Ces courbes-là vont déterminer le type d'investissement, la géolocalisation des investissements, mais aussi, bien sûr, où ça va, non, on y revient tout à l'heure, mais où l'impact sur les raffineries que cette production va avoir.
Avant d'y arriver, un point sur le gaz en Afrique et bien sûr les investissements, parce qu'on a parlé beaucoup de pétrole, mais souvent il faut garder à l'esprit que le modèle de pétrole et de gaz sont liés et l'importance du gaz dans tous les scénarios, dans le scénario aussi de développement durable et dans plusieurs régions, y inclut l'Afrique, le rôle du gaz est très important. Est très important et pour la demande domestique et pour les exportations, bien sûr, selon les différentes nécessités. Ça, c'est encore l'analyse faite dans le WIO 2019, si je ne me trompe pas. Et je suis désolé pour le téléphone, j'espère que ça va s'arrêter tout de suite. Et donc, l'importance de garder à l'esprit l'importance des investissements en gaz pour la demande, pour les exportations, mais tenons à l'esprit les investissements dans les infrastructures pour qu'ils ont besoin de décisions politiques très fortes. J'ai parlé des raffineries et du lien de l'exploitation des différents champs dans les différentes parties du monde. Or, le modèle de raffinage est un monde un peu au milieu entre la partie de approvisionnement de pétrole, parce que c'est brut, et la demande des secteurs finaux et des secteurs de transformation, même par exemple dans le secteur de l'électricité. On en parle ici parce que pour les liens très forts avec la partie de l'approvisionnement des combustibles bruts. Le modèle de raffinage est divisé en 4 parties. La première, c'est la division et l'estimation des différents produits pétroliers à partir de la demande des différents secteurs finaux. C'est-à-dire, il y a des secteurs comme la modélisation dans le transport où on a bien séparé la nécessité de production de gasoil, d'essence, de différents produits pétroliers. Mais on a aussi des modèles qui sont plus simplifiés au niveau des différents produits, comme dans le secteur des bâtiments ou de l'industrie. Et donc, il faut faire des estimations à partir du total pour diviser entre tous les différents énergies finales et donc toutes les différentes sources d'énergie, donc gazole ou autre. Il y a donc le besoin de décomposer surtout les produits finaux et avoir à la fin la demande de pétrole raffiné divisée par tous les différents types qui, dans le cadre du modèle WEM, sont 8 catégories que vous voyez bien là. Donc, éthane, GPL, naphtha, essence, kérosène, diesel et les autres. Le deuxième point, c'est d'estimer combien de ces produits vont devoir être produits par les raffineries. Donc, on parle de la demande totale de combustible liquide, mais on enlève tous ceux qui sont produits par des moyens qui ne sont pas les raffineries. Et donc, les biofuels, tout ce qui vient de
de procès d'autres genres comme le coal to liquid ou gas to liquid, donc la production à partir de gaz ou de charbon. Et donc, on arrive au total des produits qu'on doit produire dans la raffinerie. Ce total, bien sûr, va être l'input principal de la partie de raffinerie, où il y aura les capacités des raffineries, la quantité de produits qui doivent être produits, en gardant à l'esprit toujours que chaque type de raffinerie a la possibilité de produire des composés différents ou de traiter des types de pétrole différents, plus lourds ou moins lourds, et aussi de produire des types différents de produits. Donc, en gardant toutes ces variables en compte dans le modèle, on regarde ce qu'il faut produire, les types de pétrole qu'on va produire, et on va donc pouvoir estimer l'évolution des raffineries dans le monde et l'utilisation des raffineries dans le monde. En ayant aussi un résultat qui est très important en plus, qui est de calculer le type de, disons, capacité à risque de fermeture, parce que on pourrait ne pas avoir besoin de traiter un certain type de pétrole plus léger ou plus lourd dans une région plutôt qu'un autre. La quatrième partie, c'est bien sûr de faire le match mondial entre la demande des produits pétroliers et de la production de pétrole brut, les raffineries et donc tout ce qui est le commerce international de produits bruts et des produits raffinés entre les différentes régions. Ça, bien sûr, c'est l'une des parties très compliquées du modèle parce qu'elle prend en compte beaucoup de calculs entre un nombre très élevé de pays. L'un des résultats, bien sûr, c'est de voir comment l'évolution dans le temps et dans les scénarios, que vous voyez très bien, va être vers des produits de plus en plus légers, de 1990 à, disons, aujourd'hui, 2017, et dans les différents scénarios. Et donc, avoir de plus en plus des besoins, des demandes de produits légers et moins de produits plus lourds. Donc, selon le type de scénario aussi, il y aura des différentes évolutions dans les types de raffineries qui vont être nécessaires dans le marché, dans le monde. On est un peu en retard, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde l'exercice Excel. On l'avait envoyé, il y avait des exercices à faire, mais je pense que ça prendrait 10-15 minutes, donc peut-être c'est un peu trop. Ce que je dirais de proposer, c'est de vous demander de nous envoyer les questions. Bien sûr, on va vous donner les solutions de l'exercice qu'on vous avait proposé. Et on va vous demander de nous envoyer des questions s'il y a des points où ce n'est pas clair comment on a résolu l'exercice qu'on vous avait envoyé. C'est bien, non? Oui? Parfait.
je dirais, on va terminer donc avec les implications pour la durabilité, et ça, c'est un point très important. Donc, si on regarde l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement de pétrole, gaz, de combustibles fossiles, on voit bien que la contribution est très importante, mais elle est très variée, elle change beaucoup. On voit une estimation qui est de ce qu'on appelle upstream et midstream, donc du secteur d'approvisionnement pour toute la production de 2018, donc tous les barils qui ont été produits en 2018. Et on voit bien que l'intensité des émissions varie énormément entre les premiers. Là, on a construit une sorte de courbe de charge, si on veut, similaire à l'idée dont on parlait avec le secteur de l'électricité, mais tout simplement en partant du plus faible au plus élevé. Et on voit bien comme les premiers barils ne sont pas aussi polluants, les derniers sont extrêmement polluants. Mais une chose on peut voir entre cette guide qui a été faite concernant le pétrole et celle du gaz, même chose, même idée, même principe, et c'est l'importance des fuites de méthane dans les deux cas. Et donc, comme les émissions qui peuvent représenter de 10 à 30%, par exemple, du cycle de vie, des émissions du cycle de vie du pétrole, peuvent être réduits pour le pétrole et pour le gaz avec plusieurs mesures, mais dont la première mesure qui est vraiment très importante, c'est de réduire les émissions de gaz méthane. Or, ce point est extrêmement important parce que beaucoup de cette réduction peut venir à des coûts très faibles, voire avec des gains. Et ça pourrait réduire une quantité vraiment importante de gaz à effet de serre, donc de ce qu'on appelle tonnes équivalent de CO2, qui est plus ou moins équivalent à 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça, c'est un des messages clés sur la soutenabilité, sur les actions qui peuvent être prises par les différents acteurs et surtout par l'industrie, mais aussi par les gouvernements, les deux ensemble, pour pouvoir réduire l'impact du secteur du pétrole et gaz sur le climat. Donc, le dernier point, c'est bien sûr lié aux investissements. Et on refait le lien avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les investissements dans le scénario politique actuel augmentent. Dans le scénario de développement durable, décroît, mais avec deux choses qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Il y a toujours besoin d'investissement et il y a de plus en plus besoin d'investissement dans ce qu'on appelle low carbon liquids. Et donc, en gardant à l'esprit que les investissements dans le secteur vont toujours être d'une quantité qui est similaire aux 3 dernières années, même dans le scénario de développement durable, même avec des changements et des changements surtout sur le mix des produits. Ça, c'est juste le sommaire des conclusions. Je dirais de m'arrêter là et d'ouvrir
la parole pour d'éventuelles questions, si vous voulez, poser. Je pense qu'on a le temps pour prendre au moins quelques-unes. Oui, bien sûr. Et il y a Abdou Diop qui avait commencé une remarque dans le chat en parlant du ratio des émissions entre les premiers barils et les derniers barils. Donc une diapositive que tu as montrée, Marco. Oui. Je ne sais pas, Abdou, si vous avez une question précise par rapport à cela, si vous voulez la poser dans le Q&A ou bien à l'oral directement. N'hésitez pas à lever la main ou à écrire la question. Juste un petit commentaire, le ratio est énorme, c'est à 8 fois ou quelque chose comme ça, c'est moins de 40 à plus de 300. Donc, on parle de ratio de 8 fois. Par contre, si on enlève juste les dernières là, le ratio avec la grande partie, c'est beaucoup moins important. On parle d'un ratio de 4, disons. Donc, la question, c'est bien sûr, le point, c'est toujours de commencer par le plus polluant, mais la deuxième, c'est aussi pour être efficace, il faut travailler sur les volumes total, donc sur la totalité des émissions. Peut-être pendant que vous posez d'autres questions. Pardon. Non, peut-être un ajout pendant que vous posez vos questions sur les fuites de méthane. C'est un sujet que l'AIE regarde de plus en plus près et notamment il y a des nouveaux outils pour suivre cela et des images de satellites. Donc on a récemment publié beaucoup d'analyses là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, alors même que la demande en pétrole elle a diminué de 7%, eh bien les émissions de méthane elles, ont augmenté. Donc, ça veut dire que vraiment, sur les process en amont, il y a une marge de progression, comme le disait Marco, qui est énorme. Et comme vous le savez, peut-être en termes de pouvoir de réchauffement, le méthane est un gaz qui, on va dire, fait beaucoup plus mal et réchauffe beaucoup plus que le CO2. Donc, ça doit vraiment être une priorité de le réduire. Tout à fait d'accord. Je pense que le message de cette slide, c'est très, très clair pour moi. Il y a plusieurs possibilités de solutions. Il y a, comme toujours, il n'y a pas une solution miracle, mais dans ce cas-là, il y a une solution qui peut quand même contribuer énormément. Et c'est vraiment ce dont j'étais en train de parler. Je ne sais pas s'il y a des questions. On attend avec plaisir. Alors, une question très intéressante de Fatou. Pourquoi dit-on que le gaz naturel est un combustible propre? En tout cas, c'est la raison qu'on avance pour justifier la conversion en plus du prix. Alors, c'est une question très compliquée. Je commence, Marco, et je te laisse compléter. Alors, ce qu'on dit, c'est que parmi les énergies fossiles, le gaz naturel est le plus propre. On pourrait dire c'est le moins sale. C'est-à-dire que quand on brûle du charbon, on émet voilà, un certain niveau de CO2. Le pétrole en émet un petit peu moins et le gaz encore un petit peu moins. Mais ça reste beaucoup. Et par ailleurs, si on regarde au-delà des émissions, vraiment quand on brûle les molécules, il y a toutes ces émissions dans les procédés, et notamment le méthane dont on vient de parler, et les fuites de métal qui concernent principalement l'exploitation de gaz naturel. Donc tout ça pour dire que voilà, la consommation de gaz naturel induit quand même beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est loin d'être propre. En revanche, voilà, parmi les fossiles, c'est le moins sale, et le gaz naturel pour l'électricité est souvent présenté en effet comme une énergie de transition. Nous, ce qu'on observe, c'est que ça dépend un petit peu des zones, notamment en Asie du Sud-Est où il y a énormément de centrales à charbon. Quand on fait la transition, quand on convertit ces centrales à charbon
vers des centrales à gaz naturel, on baisse les émissions. Mais par ailleurs, quand on regarde dans les pays OCDE, là, on est plutôt en train de fermer des centrales à gaz pour mettre plus de renouvelables, ce qui est évidemment encore plus propre. Donc voilà, peut-être Marco, je te laisse répondre sur le rôle du gaz dans la génération électrique. Et peut-être un dernier point, c'est que le gaz, ça sert aussi pour l'industrie directement, comme intrant, des molécules qu'on utilise pour fabriquer d'autres choses ou pour de la chaleur industrielle. Donc il n'y a pas uniquement l'électricité, et le gaz n'est pas uniquement une des sources de génération d'électricité parmi les autres, ça a d'autres débouchés. Oui, juste un point, juste pour, tu as déjà tout dit, mais juste pour répéter ce que tu viens de dire, le gaz est le moins polluant en termes de polluant dans le sens de il émet le moins de CO2. Il y a aussi une question de polluants en termes de émissions de polluants De particules. Du particule, merci. Donc la pollution de l'air. Exactement. Donc c'est plus propre dans ce sens-là qu'il n'émet pas de PM 2.5 et 10. Mais il émet, disons, 60% de CO2 par rapport au charbon, par exemple. Quand on ne prend pas en compte l'efficacité, souvent on peut attendre des efficacités bien importantes dans le secteur électrique, dans les centrales électriques avec le gaz, quand pour le charbon c'est un peu plus difficile, ou c'est pas possible d'arriver à la même quantité que les centrales à gaz. Ce qui amène plus ou moins à avoir des émissions de centrales à charbon qui sont plus ou moins doubles, voire un peu plus de double en termes de CO2, centrale à charbon pour respect de centrale à gaz. Donc oui, c'est plus propre, ou c'est moins sale, comme on disait. Mais c'est sûrement la transformation entre charbon et gaz. On a vu dans les États-Unis qui ont eu une grande transformation due au shale gas dans les 10-15 dernières années, 10-15 dernières années, de beaucoup de charbon à beaucoup de gaz. Et on a vu les émissions du secteur électrique diminuer aussi grâce à ça. Aussi l'augmentation des renouvelables, mais beaucoup grâce à cette transformation. En bref, ça peut être, c'est souvent indiqué comme un bridge fuel, c'est-à-dire un combustible qui n'est pas propre, mais qui peut être utilisé dans la transformation du secteur. Premièrement, pour enlever ou pour réduire le rôle du charbon. Et puis, bien sûr, il faudra trouver des solutions. Ça peut être des renouvelables, ça peut être d'autres technologies bas carbone, comme par exemple la CCS qui pourrait aider le gaz à rester dans le mix. Le charbon aussi, mais le gaz a une caractéristique en plus. Normalement, les centrales à gaz sont plus flexibles que celles à charbon. Pas tous, mais en général, ça c'est une chose vraie. C'est pas que vous devez poser vos questions aujourd'hui ou jamais plus. On va être bien content de répondre dans les jours à venir, dans les semaines à venir, mais si vous avez d'autres, avec plaisir.
Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'on vous libère pour aller déjeuner. Merci beaucoup de votre attention, de votre participation pendant cette longue matinée. On a abordé énormément de choses. À nouveau, vous n'hésitez pas à nous adresser des questions sur le groupe WhatsApp, par email, quel que soit le canal. On sera ravis de prolonger la discussion. Un grand merci à toi, Marco, d'avoir animé l'essentiel de ces 3 heures. Et nous, on se revoit lundi et mardi prochain pour des sessions toujours sur la modélisation, mais qui vont être animées par des enseignants-chercheurs partenaires. L'un est franco-ivoirien, l'autre franco-sénégalais. Donc, ils auront des perspectives très régionales sur les exercices de modélisation qu'ils vous présenteront. Donc, ça, ce sera lundi et mardi prochain. Et on verra évidemment les supports et les fichiers Excel utilisés. Là, dans l'après-midi, je devrais tout mettre sur YouTube. Donc, vous aurez les vidéos, plus en commentaire de la vidéo, les liens vers les documents. Pour les participants, merci pour votre temps. Merci à tous et bonne journée tout le monde.